aujourd'hui notre 378e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors la croissance au Royaume-Uni a réussi à remonter de 1,5%, en Espagne ainsi qu'au Portugal de 1%. Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à atteindre les 0,03% escomptés? Voilà une bonne question qu'il faudrait poser à M. Macron, ou à défaut à M. Moscovici, ou à défaut au président de la République, ou peut-être à M. Valls, parce que c'est eux qui tiennent les leviers de commande, enfin si j'ose dire, parce qu'ils n'embrayent pas sur grand-chose, mais c'est la situation générale de la France, c'est la dette colossale, c'est la réduction de nos activités, c'est une crise qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, une crise cyclique, c'est-à-dire où il n'y a qu'à attendre le retour du beau temps. C'est une crise structurelle, une crise qui est liée à l'explosion démographique mondiale et donc dont il va falloir tenir compte pour de longues années. Par conséquent, ce n'est pas la peine d'espérer que le soleil se lève à l'ouest. Il continuera à se lever à l'est. Il faut le savoir, c'est tout. Oui, mais alors on dit même que les Grecs arrivent à remonter, en tout cas freiner leur descente aux enfers, bien plus facilement que nous. Oui, alors c'est qu'on a un problème dans la rigueur. Oui, mais il faut savoir que la rigueur en Grèce, elle est terrible. Les Français ne supporteraient pas la moitié de ce qu'ont supporté les Grecs, ça il faut le dire, hein, c'est vrai. Et il n'y aura de véritable changement en France que quand les Français seront convaincus qu'il faut le faire, et que chacun doit le faire, et ça ne se fera que quand le Front National sera arrivé au pouvoir. Bien, alors le virus Ebola, nous en reparlons encore. D'après les experts de la santé mondiale, il y a quelques semaines, on nous parlait de 9000 victimes potentielles, nouveaux contaminés à voir dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on nous parle d'un chiffre de 30 000 contaminés dans les pays d'Afrique de l'Ouest. On nous raconte n'importe quoi. On ne sait pas à 10 000 ou 100 000 près le nombre des contaminés compte tenu de la population dispersée dans des endroits inaccessibles, de leurs coutumes qui les portent à soigner directement et à toucher leurs morts, etc., etc. Non, nous sommes en face d'une épidémie mondiale qui a démarré et à laquelle il va falloir faire face. Alors nous sommes certes mieux armés que d'autres pour soigner, mais nous devons être extrêmement vigilants parce que je rappelle une fois de plus que la grippe espagnole en 1919 a fait en un an 100 millions de morts, c'est-à-dire 5 fois plus ou 6 fois plus que la Première Guerre mondiale, bon, en 4 ans. Ça veut dire qu'il y a des raisons de se faire du souci. Et comment dirais-je, la multiplication des communications fait que c'est pratiquement impossible de contrôler. Même les aéroports, les Américains s'efforcent de prendre la température des gens, tout ça. Bon, quand on sait qu'il va y avoir 2 millions de visiteurs à la Mecque, par exemple, bon, on s'imagine que dans ces mondes-là, les contrôles sont strictement nuls. Et je crois qu'il faut se travailler, il faut que nos laboratoires travaillent pour essayer de trouver une médication pour soigner ou un vaccin pour prévenir, mais nous n'en sommes pas encore là. Mais alors les syndicats de personnel hospitalier protestaient dans la rue lundi matin à Paris, justement expliquant qu'ils n'avaient sinon reçu de très courtes missives leur expliquant dans l'à peu près quelles précautions ils devaient prendre, qu'ils n'avaient aucune formation et que personne n'était venu, les mettre en garde ou les former. C'est un domaine où on ment sans arrêt. J'ai vu l'autre jour, enfin on en reparlera peut-être tout à l'heure, que quand j'avais parlé du sida, j'avais dit à un moment donné, en phase terminale, le sidaïque est contagieux par toutes ces excrétions, des larmes, la salive, etc. Tout le monde a poussé les hauts cris, et quand on cite ma phrase, on coupe en phase terminale. Or, c'est si vrai que quand les morts, de cette manière, sont mis dans des sacs étanches dans les hôpitaux, avec un signe de danger, parce que ce que j'ai dit n'était que l'expression de la vérité. Mais il est évident qu'en mutilant
des phrases, comme l'a fait M. Moatti dans son livre, par exemple, eh bien on peut faire dire à quelqu'un, sinon l'inverse de ce qu'il a dit, quelque chose de très très différent. Tiens, on parlait de M. Moatti. Il a sorti cette semaine sur France 2 un reportage vous concernant. L'avez-vous regardé? Oui, je l'ai regardé, c'est navrant. Voilà, ça prouve que il y a une limite à la confiance qu'on doit avoir dans les hommes et qu'on peut se tromper et que malheureusement certains ne peuvent faire que ce qu'ils savent faire. Et malgré comment dirais-je, la bonhomie qu'ils affectent, la sympathie qu'ils affectent, qui est peut-être sincère au moment où elle est exprimée, mais dans le cadre social, sociologique qui est le leur, eh bien, ils ne peuvent pas dire la vérité. Et je pense qu'avoir pendant 25 ans tourné, je ne sais pas, 800 à 1000 heures d'écoute pour sortir ça, ben, c'est pitoyable. Bien, au moins c'est dit. Alors, le premier régiment d'artillerie de marine de Châlons en Champagne sera dissous d'ici fin 2015, d'ici mai 2015. Tous les 6 mois, on nous annonce une nouvelle dissolution d'un régiment français. Cependant, le gouvernement sollicite notre armée pour des actions extraterritoriales. Où est la logique? Oui, vous avez oublié d'ailleurs qu'on ferme la base aérienne de Dijon, qu'on ferme le Val-de-Grâce, l'hôpital des Val-de-Grâce. Oui. C'est une réduction massive des personnels et des services que peut offrir l'armée. Or, le régiment d'artillerie d'outre-mer était un très bon régiment, opérationnel, très, très, très valeureux. Eh bien, c'est la France qui s'engage en effet à tout bout de champ sur tous les théâtres d'opération, y compris extérieurs, qui sont évidemment les plus difficiles à gérer, eh bien, diminue son effort militaire, diminue ses crédits, diminue le chiffre de son personnel. Il est évident que c'est complètement aberrant et c'est tout à fait logique avec un gouvernement et un État qui marche sur la tête. Oui, ça va dans la logique des choses. Alors, 2 ans de prison ferme requis contre le maire de la Faute-sur-Mer et son adjointe suite au procès de l'affaire de la tempête Xynthia. Vous savez, donc cette fameuse tempête qui avait provoqué la mort de 29 personnes. Les avocats des parties civiles s'étonnent eux-mêmes de la sévérité du verdict. Quelle est votre analyse? Voilà, c'est pas un verdict d'abord. Tout le monde... c'est un jugement. Oui, du jugement, pardon. Non, mais les gens, la presse parle de verdict. Il n'y a de verdict qu'en cour d'assises, voilà. Mais cela étant dit, ça n'est pas 2 ans, c'est 4 ans qui ont été requis, dont 3 ans ferme contre le maire, plus contre l'adjointe, pour d'autres raisons d'ailleurs. J'ai dit ce que j'en pensais déjà, à savoir qu'en touchant les morts, les 29 personnes qui ont perdu la vie dans cet accident, eh bien, la responsabilité principale, c'est celle du préfet, c'est celle de l'État. Et entendre l'État requérir contre un élu, alors que le coupable est l'État, est quelque chose de scandaleux. Et bien sûr, pourquoi l'État? Parce que le préfet avait la capacité, et lui seul, de décréter l'évacuation des civils. Or, tout était prévisible. La conjonction de la tempête, de la grande marée et de l'inondation laissait prévoir de façon presque mécanique qu'il y allait avoir une catastrophe. Eh bien, c'est au préfet, avec ses moyens d'abord d'études, d'investigation, de connaissances et d'action, c'était à lui d'agir. Il n'a pas agi, c'est lui qui devrait être dans le box. Donc c'est l'État que l'on cherche à couvrir? Bien sûr, absolument. L'État sert l'État. Bien, alors le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a trouvé une nouvelle mesure économique, relancer les lignes d'autocar afin que les pauvres puissent voyager plus facilement. Cela vous semble-t-il très sérieux? Non, il a un nom qui commence mal, quoi. Vous direz que c'est symbolique, mais quand même. De là à penser qu'on va se faire avoir, il n'y a qu'un pas que je franchis. M. Macron est un bouche-trou qui est chargé d'assurer dans le personnel la doctrine gouvernementale qui est le changisme. Le problème, c'est changer. Il faut changer, alors on change les structures, on change, on essaye en tous les cas, on change les hommes, on change les responsables,
puis après M. Macron, ce sera un autre, et puis ça sera oublié, bon parfait, et ça, en tout cas, ça ne sera pas le ministre de l'économie, ça ne sera pas le Premier ministre, ni le président de la République, lequel pourtant est omniprésent en toutes circonstances. Parce que je voulais dire tout à l'heure que si les préfets ne font pas ce qu'ils doivent faire, c'est parce qu'ils ont perdu aussi une grande partie de leur pouvoir, alors qu'ils étaient les représentants dans le département du pouvoir central. Depuis qu'il y a n'importe quel incident, comme il y a toujours au moins 2 ministres qui sont là, et plus le Premier ministre, et que souvent le président de la République, qui sera obligé de faire un discours, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'incident, et il est évident que les préfets ne sont plus rien. Bon. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce ne soit pas d'ailleurs calculé, ça combiné, préparé, justement dans le but de supprimer les départements, de changer les structures, de façon à nous rapprocher le plus possible de celles qui nous permettraient, mon Dieu, d'intégrer dans une Europe qui est déjà effondrée. Et alors les terroristes de l'État islamique, malgré les bombardements alliés, avancent de plus en plus rapidement et sûrement. Le secrétaire d'État américain à la Défense déclarait hier qu'elle était beaucoup plus puissante que prévu. Fallait-il s'y attendre, selon vous? Oui, c'est le rôle des services de renseignement. Je crois que les Américains devraient avoir une dizaine d'agences de renseignement, sans parler des autres alliés. Je constate qu'ils n'ont pas su prévoir. Alors, c'est vrai, je dis un jour, je me rappelle souvent cette feuille de MacArthur en disant il y a 3 raisons à l'échec, c'est le mot trop tard. À 3 raisons. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Ben, je crois que nous sommes tout à fait dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans la définition d'une défaite annoncée. Or, il y a un scandale, c'est que la Turquie, qui soi-disant fait partie de la coalition dirigée par les États-Unis, est en mesure, elle, d'agir dans cette ville. Elle est à portée de tir. Elle refuse. Elle ne fait rien. Non seulement elle ne fait rien, mais elle tire sur les Kurdes. Bon, parce que c'est son problème, hein, la Turquie. Quand on pense que les États-Unis font feu des 4 fers pour essayer de faire rentrer la Turquie en Europe, qu'il y a un certain nombre d'ignobles qui s'en font les complices, tout récemment encore, au Parlement à Bruxelles, on a mené des négociations visant à faire entrer la Turquie dans l'Europe. Et ces gens-là sont fous furieux, ou ce sont des criminels. Oui, parce qu'elle tire sur les Kurdes, qui eux-mêmes, ayant été armés par les forces de l'OTAN afin d'aider les chrétiens irakiens, ne font que se protéger eux-mêmes. Donc ça semble être un fiasco général. Oui, c'est un fiasco de civilisation, c'est gravissime. Donc en janvier 2015, on en sera toujours au même point. Oh non, probablement on en sera à un endroit beaucoup plus dangereux. Beaucoup plus dangereux. Bien, alors, les réseaux sociaux flambent sur le nom du Front National. Y a-t-il une polémique, Président? Écoutez, vraiment, ex nihilo, nihil, de rien sans rien. Enfin, c'est-à-dire que je ne vois pas quel est l'intérêt de ce débat sur le nom du Front National. Je comprends qu'un certain nombre de gens arrivés récemment préféreraient avoir un nom qui leur convienne. Encore faudrait-il d'ailleurs qu'ils se mettent d'accord les uns et les autres sur un nom qui serait représentatif d'un changement d'axe du Front National. Or moi je souhaite que le Front National reste sur son axe national, populaire, et qu'il continue l'action courageuse et efficace qu'il a menée depuis 42 ans, et qu'il continue à mener d'ailleurs avec Marine Le Pen. Et je crois que ce sont là des débats subalternes qui sont destinés à créer la division, l'inquiétude chez nous, mais je suis convaincu que l'immense majorité, surtout d'ailleurs des militants, parce que être adhérent à 30 €, bien sûr, ça vous donne le droit de participer en principe aux assemblées générales. Mais le Front National n'est pas une entreprise, c'est pas une marque de fabrique, c'est un être vivant, c'est un organisme vivant. Il a été construit par les militants, avec leur travail, leur souffrance, leurs sacrifices, leurs espoirs. Par conséquent, on ne peut pas brader cela parce qu'il y a à un moment donné une espèce de mode
du changisme qui dirait il faudrait changer. Peut-être. Alors, le président Bidault disait, je le rappelle sans arrêt, on va dire que je radote à la fin, quand il n'est pas nécessaire de changer, il est nécessaire de ne pas changer. Voilà. Alors moi, il me semble que le titre de Front National est magnifique, qu'il est sur une courbe ascendante, qu'il n'y a donc absolument aucune raison de le changer, et par conséquent pour cela, il faut le maintenir. Écoutez, que ceux qui veuillent le changer aient au moins le courage de signer une pétition de façon à ce qu'on sache leur nom. Bien, merci pour ces précisions. Vos lectures, Jean-Marie Le Pen, ces derniers temps? Alors, mes lectures, je suis en train toujours j'ai lu un livre sur les mémoires d'un tirailleur anamite qui a fini tout de même, grâce à l'intervention d'un de nos amis, par avoir à 92 ans ou 15 ans la Légion d'honneur pour des faits courageux datant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vous dire que pour récompenser comment dirais-je, les méritants, les courageux, les héroïques, eh bien, la République se donne moins de mal que pour décorer des artistes ou des copains dans les différentes promotions. Alors vos déplacements, là ces prochains jours, demain... Alors là, je pars tout à l'heure, je m'en vais au conseil régional de PACA à Marseille. Je serai le lendemain à Carcassonne, où il était question aussi, là aussi, de dissoudre un régiment de parachutistes. D'ailleurs, il a échappé belle pour l'instant, et pour un déjeuner-débat. Et puis ensuite, je rentrerai, puis je repartirai lundi matin pour le Parlement européen, et ainsi de suite. Oui, et d'ailleurs, le prochain bloc ne se déroulera pas en ma compagnie. Absolument, parce que justement, comme je suis obligé de partir avant la fin de la semaine, c'est M. Navarran qui, à Strasbourg, vous remplacera, ma chère, pour une fois. Eh ben, très bien. Eh ben, je vous remercie, et donc nous nous voyons dans 2 semaines. C'est ça. Au revoir. Au revoir.